France Maghreb 2. Hey, bonsoir, chers auditeurs auditrices, bienvenue sur les ondes de France Maghreb 2, vous êtes avec DJ Nabil. Une soirée exceptionnelle, on est jusqu'à 2h du matin, 2h du matin, oui, vous avez bien noté. Mais avant tout, on va rejoindre notre cher Monsieur Mamie Tariq du côté de Nanterre, voilà, du côté de Nanterre pour l'Iftar Ahmadiyet, avec bien sûr le maire de Nanterre, etc. Bon, il va nous en dire un peu plus. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir Nabil, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes au cœur de la ville de Nanterre. À côté, ça s'appelle Neuilly, ça s'appelle Courbevoie, ça s'appelle plein de choses. Mais nous sommes ici, donc, chez la famille Chouir. Comme tous les ans, au mois de Ramadan, on est sûr de bien manger, on est sûr de voir du beau monde, et on est surtout sûr d'avoir au moins monsieur le maire et sa compagne pour passer cette Ramadaniette comme d'habitude dans la bonne humeur et les sérieux. Les sérieux parce qu'on va parler des sujets des fois difficiles, la gestion d'une ville, l'évolution, ce qui s'est passé entre l'année dernière et pareil, on commencera peut-être par une question sur la fameuse équipe de basket parce que l'année dernière on s'est séparés sur des bonnes nouvelles, c'est pour savoir est-ce que les bonnes nouvelles se continuent ou pas. Mais c'est aussi des sujets légers qui nous permettent donc, monsieur le maire, votre micro à la main. Voilà. Bonjour, monsieur le maire. Toute l'année, c'est vous qui gérez, mais chez Fatma Chouir, c'est vous qui gérons. Bonsoir. Alors, qu'attendez, bienvenue chez vous, bienvenue chez madame et monsieur Fatma Chouir, bienvenue aux auditeurs. Oui, on dit bienvenue aux auditeurs. Ah ben voilà. Bonsoir monsieur le maire. Il s'est parlé aux auditeurs, donc aux concitoyens. Alors, nous allons donc après faire bien sûr un tour. On va peut-être faire une exception ce soir et commencer par donner un micro à madame Chouir, parce qu'en général, elle joue. Nous, on l'a fait jouer à la dame qui reçoit. On est en 2018, donc les règles du jeu ont changé, et on va commencer par la... On vous entend de loin. On me dit monsieur Jean-Marc, qui est destiné à la table numéro 3. Voilà, je ne sais pas comment on a dit. Donc on les laisse préparer tranquillement, comme vous avez pu le constater. Monsieur Mamie est avec JM, Jean-Marc, en direct chez une particulier dont ils font le ramadan tous les ans chez elle. Et bien évidemment, ils ont le maire de Nanterre. Donc ça se trouve bien évidemment dans la ville de Nanterre où se déroule en ce moment même l'Iftar, où ils ont été invités. Donc on va laisser, on va reprendre le direct. Merci pour le recevoir ici. C'était à la télé un jour où quelqu'un a dit, bon, on se tutoie dans la ville, donc on se tutoie à l'écran, au bout d'une heure de vous. Bon, donc nous on va faire le contraire. Merci de nous recevoir comme d'habitude, Fatma. Une ambiance de Ramadan comme tous les ans. En plus on a la chance, on a même deux chances. La première c'est qu'il fait beau, plus de 3 jours à Paris, sans que ce soit excessif, comme au Maroc, en Tunisie, dans le sud, au Sahara. Et la deuxième, c'est que nous sommes à quelques jours de la fin du Ramadan. 23e jour, vous me rappelez tout à l'heure Christophe, donc pratiquement à la fin. On parlait de 3 tiers, les 10 premières journées, les 10 secondes journées, les 10 dernières, là on les a bien entamées. Et ce soir, comme d'habitude, une brochette d'invités que tu vas nous présenter. Ils n'ont pas tous le droit de parler, ils ont tous le droit de se présenter. Attention au micro, monsieur Mamie. Bonsoir, chers auditeurs. Oui, je me disais la dernière fois, ça fait combien, 15 ans, 16 ans, 17 ans? Quand on aime, on compte pas. Pourvu que ça dure, c'est qu'on soit toujours en forme. Donc il y a monsieur Maire, son épouse, un ami, Charles et son épouse, Kamel, un ami. Enfin voilà, je vais continuer. Moi, un ami d'abord, et après on qualifie. Un ami, là aussi, Arsène. sa sœur, il y a mon fils, son épouse, son meilleur ami, ma sœur, et voilà, Jean-Marc et toi, et puis moi. Non, moi je compte pas. Je pense qu'un homme compte pour du beurre, c'est bien. Oui, c'est maintenant surtout que tu vas donner du beurre, je n'ai pas mangé. Donc, Et puis, derrière moi qui était moins discrète, la fille d'un ami. qui est l'ami aussi? Ouais. Ça arrive combien il y a d'amis et combien il y a d'amis avec eux? Ça arrive. On a dit qu'on allait faire du sérieux et
Pas sérieux, je crois que le pas sérieux va prendre des... Mais non, tu peux parler de choses très sérieuses avec le sourire, avec la dérision. T'es pas forcé d'être hyper sérieux, de faire semblant d'avoir toute la misère du monde sur l'épaule. Mais alhamdoulilah, on est dans un pays où il n'y a pas la guerre, on mange à notre faim, on a des loisirs, on a un boulot, donc faut arrêter de jouer les hypocrites. Non, mais je veux dire que les gens, ils font semblant de pleurer pour dire qu'ils sont de compassion, puis une fois qu'ils ont tourné les talons, il n'y a plus personne. Faut arrêter. Faut pas s'interdire de vivre, de bien vivre, mais il faut avoir les préoccupations qui nous concernent, les préoccupations humanitaires, et celles qui sont du quotidien, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on doit s'interdire de vivre. C'est n'importe quoi. C'est quelle comme ça. Préoccupation nous allons parler ce soir alors. Ah, il y a une grande préoccupation, hein. Il y a les enfants de Gaza. Ouais. Les enfants de Gaza. Alors aujourd'hui, nous sommes le vendredi, les auditeurs qui ont suivi les émissions de cet après-midi l'ont appris, ceux qui arrivent à l'antenne maintenant. Le 4e et dernier vendredi du mois du Ramadan est baptisé depuis 11 mois 1980 de la journée internationale de Jérusalem, un concept, une dénomination qui n'était pas très acceptée dans le monde arabe et dans le monde musulman. Et paradoxalement, depuis 2-3 ans, surtout cette année, après la fameuse marche du retour des Palestiniens, ce concept est en train de s'ancrer, puisque ce qu'il faut dire, et on va parler tout à l'heure avec M. le maire, qui va peut-être aller en Palestine donc début octobre, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est étonnant pour ces enfants de Gaza, les enfants palestiniens, c'est que nous avons l'impression que justement les jeunes palestiniens, les jeunes de Gaza, qui ont 20 ans, ont aujourd'hui beaucoup plus de conscience politique que leurs parents, que les jeunes de Gaza, qui ont 20 ans, ont aujourd'hui beaucoup. Ça c'est la technique qui parle, c'est pas moi. Donc moi je me tais quand la technique arrive. Donc ont beaucoup plus conscience que leurs parents et leurs grands-parents, de 48 voire de 67. Et effectivement aujourd'hui cette question palestinienne est une question très importante. Voilà. Donc on va peut-être repasser le micro à M. le maire pour commencer par voilà. Donc M. le maire, la ville de Nanterre est jumelée avec une ville du côté de la Palestine. Oui, elle n'est pas jumelée, mais elle a un accord de partenariat avec une ville de la banlieue de Jérusalem, Aziria, avec laquelle nous entretenons depuis 2008, ça fait 10 ans. Voilà, et donc là, lors d'une de mes visites, le maire de cette ville m'avait fait part du fait que l'ambulance municipale est en panne, ne fonctionnait plus. La ville n'a pas les moyens aujourd'hui de racheter une ambulance. Et donc je lui ai dit qu'avec les Nantériens, en faisant la collecte auprès des Nantériens et avec la ville de Nanterre, nous allions acheter une ambulance pour Aziria. Donc mardi soir au conseil municipal, on va délibérer. Je suis sûr que le conseil municipal va voter de cette délibération et donc j'espère pouvoir réceptionner avec le maire... Non, parce que d'abord... C'est pas la vue, là, commence pas. Parce qu'elle n'en rate pas une, madame Chouir. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. On fait comme ça, là. Arrive, vous prenez la main, sans aucun problème. On va aller de l'autre côté, on passe, parce que nous avons donc un invité. On est à la radio. Votre épouse ne saura pas que vous êtes là. Ceux qui pourraient vous rapprocher quelque chose, vous ne savez pas, ne savent pas que vous êtes là. On va dire, alors pour faire comme dans les romans policiers d'investigation, on va dire, on a M. K avec nous. Donc M. K qui a été député au Maroc. Est-ce que vous partagez de l'autre côté de la Méditerranée ce discours de M. Villepin, est-ce que vient de déclarer M. le maire de Nanterre ici, tout en ayant, j'allais dire, une culture différente, une histoire personnelle différente, peut-être une vision du monde différente, et peut-être l'influence de ce qu'on appelle donc le président du comité Jérusalem, qui a toujours été le roi du Maroc, l'ancien comme l'actuel. Bon, je commence d'abord par remercier Mme Fatma pour cet accueil, ce dîner qui nous a offert avec M. le maire et son épouse. Bon, j'ai pas vraiment bien entendu ce qu'il avait
dit l'ex-premier ministre, M. Villepin. Il s'agit d'un massacre et que dire le contraire, c'est être aveugle, ne pas voir la vérité. Bon, ben, quand il y a des actions comme ça, que ce soit du côté en Palestine ou ailleurs, c'est toujours des massacres. Bon, maintenant, comme il a dit M. le maire, il faut vraiment sortir de cet engrenage et puis vraiment opter pour la paix, pour deux États, comme tout le monde le dit, et comme ça sera une paix vraiment définitive. Et puis, pour tout le monde, que ce soit les Palestiniens, les Arabes, tous les Israéliens, qu'ils vivent vraiment en paix. Ça, c'est la chose la plus importante. Comme ça, il n'y a plus de massacre, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de... Sans ça, on va continuer encore, et c'est encore un autre siècle. Et c'est toujours, c'est les... Comment dirais-je, des civils, des enfants, des femmes qui se font tuer. Et puis comme les deux États, ils n'ont pas les mêmes, c'est disproportionnel. Déjà quand on regarde la carte, on se demande où est-ce qu'on va mettre cet État palestinien sur moins de 22%. Ils peuvent vivre vraiment en paix. Il faut uniquement que tout le monde met un peu du sien et puis j'espère que... Beaucoup commencent aujourd'hui à dire dans la communauté internationale qu'en définitive la seule solution c'est pas deux États, mais c'est un État démocratique qui à terme dans lequel tout le monde d'une manière ou d'une autre arriverait à vivre ensemble, même si c'est le rêve, même si c'est quelque chose. Il y a bien la Belgique avec 2 langues, il y a bien la Suisse avec 3, pourquoi pas ces Israéliens et ces Palestiniens, pour ne pas dire ces Arabes et ces Juifs, parce que beaucoup oublient que la Palestine, c'est pas les musulmans, c'est pas les Arabes, uniquement, c'est aussi des chrétiens et beaucoup de chrétiens, dont le nombre est en train de diminuer et qui se retrouvent aussi dans la bataille contre l'Israélien. Mais il faut laisser le temps, c'est le... Comment dirais-je, c'est le temps qui va nous dire qu'est-ce qui peut arriver, c'est fort possible qu'ils vont arriver à seul état. Mais c'est une question de volonté que de deux parts, de la part des Israéliens et de la part des Palestiniens. Mais le temps, il ne faut pas rester comme ça, comme on dit, en attendant cette initiative pour rester toujours en guerre. Mais que ce soit des deux côtés, les enfants, des fois, que ce soit du côté israélien ou du côté palestinien, il y a des victimes partout. Alors maintenant, il faut que les responsables doivent prendre connaissance de ce qui arrive et puis dire, bon voilà, maintenant il faut qu'on mette fin à cette stratégie. Et je pense que bien sûr, avec la communauté internationale, les grandes puissances et tout ça, s'ils veulent vraiment mettre fin à ce conflit, ils vont le faire. On va rebondir pour aller chez Fatma Sûr. Fatma, vous, ou toi, au quotidien, tu te bats avec une association qui s'appelle MANI, qui est plutôt une association d'aide et d'entraide de formation médicale, oui. Formation médicale. Et aujourd'hui, comment vos interlocuteurs palestiniens dans le domaine médical, et on avait fait une mission ensemble dans laquelle est intervenu le professeur Oberlin. Comment vos interlocuteurs vous parlent à votre association de cette situation difficile des Palestiniens, en Palestine en général et à Gaza en particulier? À Gaza, dans la bande nord de Gaza, ils sont face à un mur, pas seulement un mur physique, mais un mur mental. Ils ont des enfants qui sont désemparés, traumatisés, pour qui demain ne veut rien dire, qui n'ont même pas l'espoir d'une journée supplémentaire, qui ont perdu la joie de vivre, la joie d'espérer, de penser à autre chose, de rêver, c'est ça. Donc aujourd'hui, la difficulté, leur quotidien, c'est de donner à ces enfants l'envie de penser à demain, l'envie de se dire qu'un demain va venir, qu'il y a un avenir, l'envie de leur dire j'ai envie de rêver de choses impossibles, comme nous, quand nous étions enfants, nous rêvions de choses impossibles et qui n'arrivaient pas forcément, mais on avait encore cette capacité. Et ces enfants n'en ont même plus cette capacité. C'est-à-dire qu'on est en train de leur retirer leur qualité d'être humain. Parce que lorsque vous n'avez plus la capacité de penser, de réagir à des émotions, d'être comme un zombie,
c'est que, voilà, qu'est-ce qui vous reste d'être humain? C'est ça le danger. C'est ça la peur. Et c'est ça la difficulté qu'ils rencontrent tous les jours. Et donc, cette violence, au lieu de la retourner vers ceux qui les oppressent et les attaquent, ils la retournent vers eux-mêmes et vers leurs parents, leurs frères et sœurs. Donc, nous sommes dans un cercle vicieux où ils sont en train de s'auto-liquider. Un peu. Alors, on peut rappeler les coordonnées de cette association Amani, puisque sur France Maghreb 2, pendant tout le mois du Ramadan, nous faisons donc plein de missions de solidarité, nationale et internationale, pour que chacun, selon ce qu'il peut, selon ce qu'il a, puisse participer à sauvegarder. Et je rappelle que vous avez 2 grosses actions pour votre association Amani. La première se passe du côté de Tripoli dans un camp de réfugiés palestiniens et syriens. Donc avec un hôpital, un dispensaire pour soigner donc, les malades qui n'ont pas droit au Liban d'accéder à la médecine libanaise officielle. Il faut savoir, monsieur le maire, quand vous êtes palestinien au Liban, vous n'avez pas le droit d'accéder à tout ce qui est ni le droit de travailler. Ni le droit de travailler, en tout cas, sous le prétexte que c'est des réfugiés, ils sont appelés à repartir chez eux, donc il ne faut pas les intégrer dans le circuit économique du pays, médical, scolaire, ce que vous voulez. Et vous avez de l'autre côté, donc du côté de Gaza, quelque chose d'aussi important, qui est donc un centre de rééducation psychologique des enfants. Oui, Nord Tripoli, c'est un centre qui reçoit entre 60 et 85 consultations par jour, des réfugiés qui n'ont d'autre moyen que d'aller à nos dispensaires, où ils payent la consultation 1 euro, 1,50 $, plus il y a des spécialités suivi gynécologique, pédiatrique, mais nous sommes le seul recours sur place. Et nous soignons aussi les réfugiés syriens qui n'ont pas d'autres moyens. Et nous ne pouvons même pas employer de très bons médecins palestiniens, parce qu'il faut le rappeler, il y a de très bons médecins palestiniens qui sont de grosses pointures, car ils n'ont pas le droit de travailler au Liban. Donc on n'a même pas le droit de les employer, et en plus on n'a pas le droit d'avoir des médicaments, puisque au Liban, pour devenir une ONG reconnue par l'État, c'est un parcours du combattant. Nous sommes en train de terminer ce parcours. Donc voilà, nous avons besoin pour fonctionner de 4 000 € par mois. Nous sommes ouverts depuis 1974, là nous arrivons au bout de course. Si nous ne trouvons pas l'argent, nous fermerons nos dispensaires. Nous avons du personnel, des médecins, des gestionnaires, et ça sera terminé. On ne peut pas faire plus. Ensuite, après, nous avons un centre que nous avons ouvert dans le nord de la bande de Gaza, un centre psychologique justement pour les enfants traumatisés par les 3 agressions précédentes, qui avaient des difficultés à réagir, des difficultés psychologiques, des difficultés relationnelles, des difficultés aussi de soins. Alors ils reçoivent une thérapeutie, on fait un parrainage 60 € par mois pour 6 mois pour suivre un enfant, pour qu'il puisse recevoir un soin thérapeutique et avoir la chance de s'en sortir, avoir la chance de se bagarrer, d'accepter. En fin de compte, on leur fait pas oublier ce qu'ils ont vécu, mais on les fait entrer dans une phase de résilience pour qu'ils puissent accepter ce qu'ils ont fait, pas accepter dans l'horreur, mais accepter que ce soit arrivé et grandir et se construire. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces enfants sont les futurs Palestiniens. Et alors, si on les aide pas à grandir, c'est-à-dire que ces enfants-là, si on les aide pas, ils peuvent pas faire les apprentissages fondamentaux. Ils peuvent pas, parce qu'ils peuvent pas apprendre à lire et à écrire. Ils sont en régression. Et une fois qu'ils ont passé cette thérapie, ils reprennent le quotidien. Et voilà, donc c'est aussi... Oui, alors je vais descendre sur le site Amani, parce que c'est 23 rue Beauchamp, je crois, ou 27, je sais plus, j'ai un trou tout à coup. Et l'association Amani sur notre site internet, et donc amani.com. Ouais. Sur le site, on peut faire... Oui. Paiement par PayPal, ou alors vous trouvez l'adresse et envoyez un chèque. C'est quand même 2 projets où nous sommes sur un rythme de croisière pour 6 mois, sur l'un entre 25 000 € et 30 000 €, et pour l'autre il nous faut 50 000 € pour pas fermer à fin juin. Est-ce qu'il y a des subventions de l'État, des États, que ce soit français ou libanais Non, on n'a pas de subvention. On a eu des choses du département de Bretagne, parce que alors ils sont très très mobilisés, ils sont très pro-israéliens, nous finançons d'ailleurs le professeur Lenem qui tous les ans va à Raza pour faire des opérations orthopédiques, et nous finançons de temps en temps aussi le professeur Aubernand, et ils sont très très mobilisés, donc ils ont fait les c'est de Breton. Les Brestois, enfin je sais, parce que notre siège est à Lannion, est à Lannion. Donc voilà, mais c'est très très important. C'est voilà, c'est rien 60 € divisé par une famille. Ça peut être 6 sœurs, 6 frères, ça fait 10 € par mois, 60 € pour 6 mois. Mais ça permet de redonner une chance à ces enfants, d'avoir le sourire et de se dire que même ce que j'ai vécu, je peux avancer, je peux me construire et je peux devenir quelqu'un d'adulte. Et je ne me retourne plus contre mes parents.
et je rentre dans une phase d'apprentissage. C'est ça qui est important. Merci Fatma. Si la Palestine est quelque chose qui fait partie de notre quotidien, on va revenir, monsieur le maire, à Nanterre. Quelque chose, je dirais pas terre à terre, parce que tout ça c'est terre à terre. Il s'agit de vie d'hommes, de femmes, d'enfants, et donc c'était aussi ici terre à terre. Comment peut-on résumer ce qui s'est passé dans votre ville depuis l'année dernière? Comme tous les ans, on voit qu'il y a des bâtis qui montent, on voit que ça s'améliore, on voit que l'image de Nanterre n'est plus ce qu'elle était, comme dirait Abdel Sayed, dans les années 60, 63, 68. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la ville de Nanterre depuis un an? J'ai dit tout à l'heure, sous forme de boutade, qu'on avait terminé l'année dernière avec quelques mots sur l'équipe de basket qui rayonne en Europe. Où est-ce qu'on en est cette équipe aujourd'hui? C'est bien, elle a fait une bonne saison. Et on espère que c'est un projet qui continue. On a fait un événement exceptionnel puisque cette année on a réussi à faire le plus grand match de basket jamais réalisé en France dans le cadre du championnat avec 15 200 spectateurs. Oui, pour un match Nanterre-Villeurbanne à la You Arena, donc évidemment qui est aussi l'événement de l'année puisque on a ouvert cette salle stade ou ce stade salle qui permet donc d'accueillir lorsqu'il est en format stade 30 000 personnes et puis quand il est en salle de concert il peut accueillir 40 000 personnes. En France, il y a des salles Arena partout. Ça veut dire quoi Arena? On vous l'a pas expliqué? Non. Ça dans cette ville? Ça veut dire salle, voilà. Oui. Et ces salles appartiennent à qui? Est-ce qu'elles appartiennent à la mairie? Est-ce que la mairie a un droit de regard? Est-ce que la mairie a par exemple le droit de l'occuper gracieusement 15 jours par an pour faire ses activités ou pas? Comment ça fonctionne ces salles? Ou est-ce que c'est dans le fameux PP, là, le public-privé? Comment ça marche? Alors évidemment, toutes ne marchent pas de la même manière, hein, puisque celle qui est à Nice, par exemple, c'est un PPP. Celle qui est à Lille, c'est pareil. Hein, donc évidemment, dans ces deux cas-là, au final, donc c'est, je crois que l'agglomération de Lille, c'est 17 millions d'euros par an. Donc, non, qu'elle doit débourser, oui. Je me trompe toujours. Bah oui. Moi, je sais pas dans quel sens ça marche. Ouais, dangereux ça, hein, pas savoir dans quel sens ça marche. Donc nous à Nanterre c'est un projet totalement différent puisque c'est en réalité le propriétaire du Racing Club de rugby. Jackie Lorenzetti, donc qui a construit ce stade sur des fonds privés. Et ce terrain, il appartient à qui? Le terrain, il est sur Nanterre, il appartenait à la ville de Puteaux, il l'a donc acheté à la ville de Puteaux. Donc c'est un projet donc qui est au cœur de l'opération d'intérêt national qui est sur Nanterre. Et donc la ville a déboursé 0 €. Maintenant, évidemment, elle a pour autoriser ce projet, elle a forcément signé un protocole avec ceux qui construisaient le stade. Elle a construit un protocole déjà pour avoir au moins une fois par an gratuitement la salle. C'est pas mal déjà. Hein. C'est dans ce cadre-là qu'on a fait le match contre le Villeurbanne. Et puis on a surtout négocié beaucoup d'heures de travail pour des gens de Nanterre. Hein. On a signé le plus grand contrat d'insertion jamais réalisé en France. On a fait 120 000 heures d'insertion sur ce chantier. On a aussi signé un contrat pour que dans la phase d'exploitation, il y ait des gens de Nanterre qui soient régulièrement embauchés. Et je vérifie de temps en temps dans le stade que ça marche, puisque quand des gens qui me saluent, je suis sûr comme ça qu'il y a des gens qui sont de Nanterre qui y travaillent. En général, des stadiers, des gardes. Oui, d'accord, des hôtesses, voilà. Mais pas plus haut dans les hiérarchies. Non, mais ça c'est une petite équipe. Hein, en réalité pour que ça fonctionne dans les grands événements, hein, il faut qu'il y ait 500 personnes qui travaillent. Donc au Stade de France c'est 900. Quand c'est France-Angleterre c'est 900 personnes. Donc en même temps. Bien sûr, ça remplace pas de vrai travail, etc. Mais il y avait 1000 personnes de Nanterre candidates hein, pour pouvoir insérer ces emplois. Donc, ça porte du positif.
Et donc c'est un jour par an pour cette installation, et une gestion complètement privée. Une gestion qui est évidemment complètement privée et du stade et de la salle. Et vous donnez donc de l'argent, vous me dites? Ah non, on n'en donne pas. C'est gratuit. Nous on reçoit, c'est tout. Nous on reçoit des... Vous ne donnez pas, mais vous recevez donc l'équivalent de cette journée. Plus des impôts. Plus les impôts, plus les emplois. Plus les emplois. Non, c'est une bonne opération pour Nanterre. Je crois que quasiment il n'y a aucune ville en France qui peut prétendre avoir un stade comme ça sur son territoire sans avoir déboursé 1 euro. Je crois que j'ai vu à un moment une enquête sur les différents stades justement, et c'était à Nice et à Bordeaux où les privés se sont entre guillemets engouffrés en pris trop d'argent par rapport aux dépendances de la ville, de la mairie, avec bien sûr l'accord du conseil municipal. Alors c'est une bonne nouvelle pour les électeurs et pour les citoyens et pour les contribuables de cette ville que de ne rien payer et d'en recevoir quand même. Oui, non, de toute façon, nous ne serions pas engagé la ville, nous n'aurions pas engagé la ville dans un projet comme ça s'il avait fallu mobiliser les finances publiques. On n'a pas la possibilité de le faire. On va partir donc du côté du studio. Il faut bien faire tourner la maison. Oui, tout à fait. Et on revient. Allez, à tout de suite. Voilà, donc c'est Monsieur Mamie et JM qui sont en direct en ce moment même sur les ondes de France Maghreb 2. Ils sont en direct en ce moment même du côté de Nanterre, comme vous avez pu l'écouter, plus précisément du côté pour une soirée iftar. Voilà, Ramadiette avec bien sûr Monsieur le maire et d'autres personnalités que vous avez pu écouter à l'instant. Donc mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous êtes avec DJ Nabil. On est là jusqu'à 2h du matin. Une page de pub et bien évidemment on se retrouve juste après. À de suite. Ce type d'équipement, d'ailleurs celui-là comme les autres, n'ont d'intérêt que si au moins évidemment en partie, il ne s'agit pas de dire totalement, mais en partie ça peut bénéficier, peut bénéficier à la fois en termes d'emploi, mais aussi la possibilité d'assister au spectacle, tout ça. Nous, on est très très attentifs à négocier sur les matchs de rugby, sur les spectacles, donc des places dans des conditions avantageuses pour les Nantériens. Alors on fait tourner, on a l'idée y compris de faire tourner par quartier, une fois c'est tel quartier, une fois c'est tel autre, etc., pour que des gens très très différents puissent participer à tous ces événements. D'ailleurs, c'est aussi l'intérêt du stade lui-même, de cet équipement. Il faut qu'il s'enracine, il faut qu'il trouve un public, il faut que tous ces gens qui sont autour aient envie d'aller. S'ils le regardent simplement que comme un monument, évidemment, il aura du mal. C'est pas un monument, c'est un lieu dans lequel évidemment il faut qu'il y ait du monde qui vienne. Donc il faut le remplir. 30 000 en configuration rugby, c'est beaucoup, et puis 40 000 c'est beaucoup, donc il s'agit, voilà. Après évidemment il y a aussi tous les emplois qui se développent tout autour, avec notamment évidemment les restaurants, les commerces, tout ce qui se développe autour. Bon, je crois, en tout cas je suis à peu près sûr que si on faisait un sondage aujourd'hui, je pense que majoritairement les Nantériens ils sont contents. Ça donne y compris du rayonnement à leur ville. Ils ont vu d'ailleurs que il y avait beaucoup de jalousie, puisque donc ce stade au départ s'appelait la U Arena, donc Paris La Défense Nanterre, et que le président du conseil départemental, Patrick Davédian, a fait effacer le nom de Nanterre en achetant via un éming le nom du stade, et donc le stade s'appelle maintenant Paris La Défense, et donc le nom de Nanterre a disparu du titre. Évidemment, on a protesté contre ça, et je pense que ça n'a pas de sens, puisque de toute façon le stade il est sur le territoire de Nanterre, et les Nantériens ils vont se l'approprier encore plus que ce que pense le président du Conseil général. Surtout que les hommes ne sont pas là pour rester éternellement, donc un prochain maire, un prochain président pourrait remettre ce nom de Nanterre. Pour l'instant, évidemment, ils l'ont acheté le nom, C'est-à-dire ils l'ont acheté avec en payant entre 30 et 40 millions sur 10 ans.
avec de l'argent public. C'est d'ailleurs tout à fait étonnant que c'est pas fait un scandale plus grand que ça en France, puisque c'est un établissement. Il y a juste il y a juste vos confrères du Canard enchaîné et puis heureusement qu'ils sont là, et puis du Parisien qui en ont parlé, mais c'est pas logique qu'on utilise de l'argent public pour faire du naming, comme on dit, pour essayer d'acheter le nom d'un équipement. À ce jour, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'une instruction est ouverte, mais en tout cas, pour moi, c'est pas normal. Voilà. Voilà. Autre chose à côté de ça, depuis un an, donc puisque... Oui, alors la ville, elle est évidemment, elle est à la fois, elle est dans d'un moment intéressant de son histoire avec du développement, le projet des terrasses de la Seine à l'Arche, qui 17 est en train d'avance, on est bientôt à la Seine. On a commencé par la Défense pour venir ici, on a commencé par aller à la Défense. On a fait un peu les deux, quoi. Hein, on a commencé depuis Nanterre pour aller vers la Défense, et puis on a mêlé un peu dans le sens. Donc la ville, elle est dynamique, tout le secteur donc du quartier de la gare, Nanterre Université, de l'ancienne cité des provinces françaises, tous ces endroits-là sont en train d'évoluer, de se transformer. Nous, on le fait avec toujours un esprit qui est celui évidemment de mixer la ville, mais de garder tout le monde, hein, de le faire avec l'ensemble des habitants, parce que faire évoluer une ville en chassant une partie de la population, c'est pas très difficile. Changer une ville en gardant l'ensemble de ses habitants, en gardant tous ceux qui veulent rester dans la ville, tous ceux qui veulent que leurs enfants puissent toujours habiter dans la ville, ça évidemment c'est compliqué, puisque la question du logement est compliquée. Alors on est à la fois dans ce moment-là, et puis en même temps dans des difficultés relativement importantes, y compris peut-être plus importantes cette année que les années précédentes. Je pense sur deux sujets très très importants. D'abord les finances de la ville, hein, puisque contrairement à ce que dit le président de la République, qui dit qu'en gros depuis qu'il est là, il fait attention aux dotations des collectivités territoriales, mais la ville de Nanterre cette année, elle va continuer de perdre 4,5 millions d'euros de dotation de l'État. Elle en avait perdu déjà 34 millions d'euros. Aujourd'hui, on a 34 millions depuis 2013, donc c'est considérable. Hein, que dans... tous les ans. Oui, par rapport, hein, c'est pas cumulatif, c'est par rapport à la borne à laquelle on était en 2013, à aujourd'hui, il y a moins 34 millions. Voilà, ce qui veut dire que dans une ville comme celle-là, qui est une ville avec de la diversité, hein, Nanterre, il y a 50% d'ouvriers d'employés, 50% d'ingénieurs, de cadres, de techniciens et de professions intermédiaires, mais il y a 21% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. La moyenne de l'Île-de-France est 14. Hein, donc forcément, voilà, dans des villes comme celle-là, il y a besoin de services publics importants, développés, forts, que ce soit pour la santé, hein, que ce soit évidemment pour la culture, pour le sport, pour la jeunesse, pour les enfants, pour les retraités. On a évidemment forcément aussi beaucoup de retraités qui vivent avec de tout petits moyens. Donc évidemment, il faut faire tout ça. Donc ça, plus difficile qu'avant, et franchement, je fais partie des élus aujourd'hui inquiets, des maires inquiets de où on va aller. Et j'ai le sentiment que, y compris, on est en train de pressurer tellement les communes qu'on va mettre en cause ce qui était une des originalités de la France, avec des collectivités territoriales qui développent des services importants. Et puis la deuxième, c'est que peut-être les gens ne le perçoivent pas encore, parce que souvent il faut beaucoup de temps pour le voir. Mais on est en train de démolir le secteur du logement social, et on est en train de le démolir parce que donc c'est les offices, c'est les bailleurs sociaux qui ont dû compenser la baisse des APL, donc on est en train de les appauvrir, et donc on sait que si demain ces offices ne peuvent plus faire des travaux de maintenance, d'entretien, de bonne importance, ou n'ont plus des moyens pour construire des nouveaux logements, on les construira pas. Mais il y a d'autres textes qui sont en train de se voter aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Par exemple, Nanterre a un office HLM de 10 000 logements que les Nantériens se sont construits au fur et à mesure des années, depuis l'année, cet office a été créé en 1957, il compte aujourd'hui 10 000 logements. On lui dit, il va falloir que vous alliez avec un office HLM d'un autre territoire. Alors c'est qui les villes qui y a autour de nous qui ont un office HLM? C'est le Valois.
Alors on va mettre ensemble un même office HLM entre Levallois et Nanterre, comme si évidemment on avait les mêmes pratiques, les mêmes choses. Donc deuxième chose qui va pas. Et puis troisième, puisque on pourrait penser que le président de la République dit il faut faire attention de ne pas reloger toutes les familles les plus en difficulté dans les villes les plus populaires, celles qui ont notamment le plus de logements sociaux. Donc je l'ai pris au mot. J'ai demandé à la députée En Marche de Suresnes-Nanterre de déposer un amendement dans la loi qui est en discussion sur le logement actuellement pour que justement on considère que par exemple dans les villes où il y a plus de 50% de logements sociaux, on ne soit pas obligé de reloger notamment des familles très en difficulté venues d'autres villes, et au contraire de reloger celles qu'il y a déjà dans la ville, puisque on a construit plus de 50 ans. Le Parlement, donc sur instruction du gouvernement, a refusé, et donc on va vers un truc de fou, puisque ça veut dire que demain, les gens dans une ville comme Nanterre, mais dans quelques autres villes, il y a 22 villes en Ile-de-France qui ont plus de 50% de logements sociaux. Ils voient qu'il y a beaucoup de logements sociaux et ils pourront pas être relogés dedans, puisque ces logements vont être attribués via le contingent préfectoral à toute une série de familles, et notamment dans des villes où ils s'en construisent pas. Alors nous, autour de chez nous, il y en a beaucoup qui en construisent pas de logements sociaux, puisque, comme on dit, il y a 6 villes sur les 11 qui sont carencées parce qu'ils ont moins de 25% de logements sociaux. Donc franchement, c'est un sujet dont notamment les habitants de l'Île-de-France doivent se préoccuper, parce que la question du logement social est surtout très importante. Elle est importante partout, mais quand même particulièrement dans les villes et dans les métropoles, que ce soit à Marseille, à Lyon ou à Paris ou à Lille, enfin dans ces grandes villes. On est en train de démolir ce qui est une richesse pour la France, qui s'est constituée notamment depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et qui fait que on dit aujourd'hui logement social, mais on devrait dire son vrai nom, c'est habitation à loyer modéré. Donc on a construit des habitations à loyer modéré. Et moi, quand je suis allé plusieurs fois au Brésil, j'ai même eu l'occasion de rencontrer Lula, qui connaît bien, l'ancien président Lula, qui connaît bien la France. Actuellement en prison, mais à ce moment-là, il n'était pas en prison. Et sur ce sujet-là, par exemple, quelle est la grande différence, par exemple, entre le Brésil et la France de ce point de vue? C'est que les salariés, les gens pensent parfois que ceux qui habitent dans les favelas, ce sont les chômeurs, les gens qui n'ont pas de travail, etc. Totalement faux. Une grande partie des gens qui habitent dans les favelas au Brésil sont les gens, les salariés, les ouvriers, les employés, qui ont de petits salaires, etc. Et si chacun essaye d'imaginer ce que peut être une région comme la région parisienne, si demain il n'y a plus toutes ces habitations publiques à loyer modéré. Donc je pense que pour moi c'est un sujet grave, parce que on est en train de liquider petit à petit. On prend des mesures qui sont en train d'affaiblir cette réponse-là, et on n'a pas le droit de le faire. Je rappelle qu'il y a aujourd'hui 700 000 familles en Ile-de-France qui sont en attente d'un logement social. 700 000. Voilà. Et ils se libèrent chaque année, parce qu'il faut donner 2 chiffres. Il y en a 700 000 qui attendent, et ils se libèrent chaque année 80 000 logements sociaux. Donc 700 000, 80 000. Donc on voit bien, on est quasiment en attente de 10 ans. Donc voilà la situation dans laquelle... Donc le flux est en continu. Voilà. Il y en a parfois dedans qui ont eu une première proposition, qui l'ont pas acceptée, etc. Il ne s'agit pas de dire que tout le monde est dans cette situation-là, mais la situation elle est sérieuse. Il ne s'agit pas de construire des logements pour construire des logements, il s'agit de construire des logements pour répondre à des demandes, à des gens qui sont en attente. Et franchement c'est un sujet inquiétant et qui évidemment met des gens dans des situations très compliquées. Le maire de la ville de Nanterre, combien d'habitants aujourd'hui, et c'est quoi les projections? L'île de Nanterre, c'est 95 000 habitants selon l'INSEE, donc forcément on doit être un peu plus que ça, puisque l'INSEE il s'occupe du passé. Non, si, il compte le passé, quoi. Il compte le hier, mais forcément, comme la ville continue, on est sans doute un peu plus que ça. Je pense qu'on sera officiellement plus de 100 000 habitants en 2020, 2022 par là. Et puis, comme on va construire un 11e quartier à Nanterre, il
il y a 11 quartiers, on va en construire il y a 10 quartiers, on va construire un 11e. Donc je pense qu'on sera à 110 ou 112 000 habitants à l'horizon 2025-2030. Nanterre est une grande ville, c'est 1200 hectares. Une ville comme Boulogne-Billancourt, c'est 110 000 habitants sur 700 hectares. Nanterre aujourd'hui, c'est 95 000 habitants sur 1200 hectares. Donc vous voyez, il y a une différence. Est-ce que M. le maire a les chiffres des répartitions, par exemple, combien de personnes qui habitent à Nanterre travaillent à Nanterre et combien qui travaillent hors Nanterre? Parce que ces statistiques sont collectées par les mairies en général pour savoir si la ville est en définitive une ville dortoir ou une ville d'activité économique. Non, ce sont des chiffres publics, ce sont des chiffres qui sont calculés publiquement, donc qui sont accessibles. Nanterre, c'est une ville où il y a plus d'emplois que d'habitants. Il y a actuellement 97 000 emplois à Nanterre. Si on fermait les frontières, peut-être on va le faire alors. Si on fermait les frontières, on pourrait offrir à chaque Nantérien plus qu'un emploi. On pourrait offrir parce que si on enlève sur les 95 000, si on enlève les enfants qui sont pas en âge de travailler, en réalité il y a 45 000 actifs à Nanterre. Donc on pourrait offrir 2,3 emplois à chaque Nantérien. Alors évidemment, on n'est pas dans cette situation-là, puisque on est dans la région Île-de-France. À chaque fois qu'il y a un emploi qui se libère à Nanterre, il y a 12 millions de franciliens qui regardent cet emploi et qui voudraient bien l'avoir. Donc forcément, les Nantériens sont en concurrence avec les 12 millions de franciliens. Donc on n'est pas dans cette situation-là. Maintenant, Nanterre est une ville où il y a à peu près 35% des Nantériens travaillent à Nanterre. C'est parmi les chiffres les plus élevés en Île-de-France. Mais il y a aussi chaque jour 70 000 personnes qui viennent travailler à Nanterre. Donc Nanterre, c'est donc 95 000 habitants, 97 000 emplois, 70 000 personnes qui viennent travailler. 35 000 étudiants, puisqu'on est une deuxième université de France. Donc on peut considérer que c'est en réalité presque 250 000 personnes qui bougent, qui transitent, qui passent, qui habitent, qui parfois passent parce qu'ils viennent dans les grands services publics de la préfecture, du conseil départemental, de la prison, de la sécurité sociale, etc. Qui viennent dans toutes ces administrations. Mais voilà, c'est 250 000 habitants. Donc c'est forcément une grande ville dont on espère qu'elle va, elle va avoir d'autres gares. Pour l'instant, elle a 3 gares. Vous avez des consulats ou c'est depuis l'étranger, l'Algérie uniquement ou l'Algérie et d'autres? Non, l'Algérie. Oui. Grand consulat algérien. Voilà. Le consulat Maroc est dans la ville voisine, à Colombes. Voilà. Il était à un moment à Nanterre, mais il a préféré d'aller à Colombes. C'est pas ça. On les aurait bien gardés. Après, il faut pouvoir trouver les emplacements, quoi. Mais on l'aurait bien gardé. On a madame le consul du Maroc à Nanterre qui va nous expliquer pourquoi le consulat du Maroc n'est plus à Nanterre, mais qu'il est parti à Colombes. Non, parce qu'il n'était pas adapté. Les locaux n'étaient pas adaptés, et donc ils ont essayé de trouver quelque chose d'autre à Nanterre, ils ne sont pas arrivés sur un accord, donc ils sont partis à Colombes, et ça leur appartient toujours, une des Suisses. Ça appartient toujours au consulat du Maroc, et ça devrait devenir la résidence normalement. C'était question, à l'époque, ça devenait la résidence du consul. Bon, le Maroc est bien défendu ce soir. On revient à Nanterre avec monsieur le maire. On continue donc monsieur le maire à développer les différentes choses sur Nanterre depuis le Ramadan de l'année dernière, puisque c'est un rendez-vous annuel, mais qui permet à la fois aux auditeurs de France Maghreb 2 et aux Nantériens qui nous écoutent de suivre un petit peu, parce que j'ai reçu quelques téléphones au début du Ramadan pour me dire quand est-ce que vous allez faire parler notre maire cette année sur la radio. Et comme tous les ans, le rendez-vous est pris, la date à préciser. La date à préciser. Ah oui, parce que là on y est là. On y est dedans là. Alors, donc on continue à développer ce que la mairie a fait en amont pour les auditeurs de France Maghreb 2 en général, de Marseille au Havre. Le général disait de Dunkerque à Tamanrasset. Nous sommes en train de construire un réseau de Dunkerque à Marseille, parce que Tamanrasset, on fait ce qu'on veut, oui, donc, de quoi peut-on parler d'autre de Nanterre sur cette année? Donc, j'allais dire, on invente un calendrier quand on vient chez Madame Fatmachir,
c'est Ramadan 2017 à Ramadan 2018. Il y a aussi des choses qu'on fait chaque année, notamment le fait qu'on soit là dans ce mois de juin, c'est un moment souvent très très vivant à Nanterre, puisque c'est une ville où on aime bien les grandes fêtes populaires. Donc on vient de terminer donc ce qu'on appelle nous à Nanterre les parades, qui est donc des spectacles de rue pendant 3 jours, gratuits. Gratuit, ouvert à tout le monde, donc c'est aussi c'est assez rare. Gratuit, financé par la mairie. Oui, d'accord, mais c'est oui, totalement financé par la ville, mais c'est important que tout le monde puisse assister à ces spectacles, qu'on ne soit pas empêché pour des raisons financières. Moi, je pense que c'est toujours important que tout le monde puisse accéder à toute une série de choses comme celle-là. Et puis c'est la fête dans les parcs de Nanterre, puisque donc il va y avoir là ce week-end, donc demain la fête du quartier du parc, la semaine d'après le chemin de Lille, et puis après donc au Mont-Valérien. Donc ça aussi sont des moments importants. Il y a la fête de la musique à Nanterre qui est toujours assez spectaculaire. Elle se fait vraiment avec les musiciens amateurs. Nous on cherche pas des grands plateaux avec des vedettes venues d'ailleurs, mais notre challenge c'est faire jouer le plus grand nombre de musiciens amateurs dans la ville ce soir-là. Et je crois que c'est aussi c'est un moment où la ville revêt ses habits de couleur, quoi. L'été, la ville dans les parcs, la trienne est gratuite dans le parc de... Pas encore, non, pas encore. Alors c'est à la fois une bonne nouvelle, parce que les gens, quand ils rentrent dans des parcs sans la Wi-Fi, vont pouvoir se parler, se regarder peut-être sur leur téléphone et appareil donc électronique, mais c'est une mauvaise nouvelle pour les jeunes qui vont dans les parcs justement, et que tout en étant dans le parc, ils sont toujours connectés. Alors, il y a un projet de Wi-Fi gratuit. Pour l'instant, ils sont connectés quand même, parce qu'ils sont. Oui, bien sûr. Non, mais ce sont des choses. Évidemment, la Wi-Fi dans l'espace public est en train de se développer. Alors, bonne ou mauvaise chose, il faut apprécier. Je crois en tout cas que autour d'un certain nombre d'endroits, c'est utile. Les parcs, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est forcément utile. Alors, les écoles, ici, et vous avez ouvert il y a quelques années une école symboliquement dans un quartier, je ne sais pas si c'est un quartier ou une rue à Abou-Messaïed, qui aujourd'hui commence à donner des retours dans les débats politiques sur les noms des rues de citoyens français d'origine diverses, qui ne sont pas encore assez représentés dans les villes. Ici à Nanterre, vous avez donc cette rue et cette école primaire, si j'ai bien compris, à Abou-Messaïed. Oui, d'ailleurs j'étais content, je suis allé il y a 1 mois et demi en Kabylie et j'ai découvert le village où habitait la famille de Sayad à Mekla, que je ne savais pas que c'était dans ce village, donc j'étais très 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 heureux, très touché de voir que Sayad était partagé entre cette ville et puis nous. Oui, non, moi d'ailleurs c'est une des plus belles écoles de Nanterre qu'on a construit. On va bientôt construire une nouvelle école qu'on ouvrira en septembre 2019 qui s'appellera Myriam Makeba, parce que avec la même démarche nous voulons continuer à côté de Voltaire, de Romain Rolland, de Jules Ferry, de Joliot Curie, il y ait de Robespierre, qu'il y ait Sayad, Myriam Makeba, etc. Bien sûr, Robespierre est toujours... Beaucoup de villes, oui, non, nous... Il n'y a plus de Gagarin, tout ça. Oui. Non, mais je pense qu'il faut garder le nom de ces rues, de ces écoles, d'abord parce que les hommes et les femmes, quand ils ont dénommé ces rues ou ce stade ou ces écoles comme ça, ils l'ont fait à un moment où tout cela représentait un espoir collectif. Donc même si on peut considérer évidemment avec l'analyse historique que c'est loin d'être le cas, je pense qu'il faut pas effacer l'histoire d'une ville. C'est son histoire. Il faut pas vouloir comme ça effacer l'histoire ou réécrire l'histoire ou comme on faisait supprimer sur la photo ce qui gêne. Non, il faut assumer l'histoire de la ville, mais
on décidera aussi au conseil municipal de donner une nom Simone Veil, donc à une rue proche de l'hôpital de Nanterre. Voilà, il y a pas, voilà. Mais en tout cas, c'est important pour nous que les rues, que les écoles, etc. montrent cette diversité de la ville, la diversité de son histoire, de ses populations qui l'habitent, et puis aussi de ce qu'est tous ces gens qui ont contribué à la culture humaine, quoi. Voilà. Bon, avec Sayed a à Nanterre. Oui. Myriam Makeba, la grande chanteuse sud-africaine. Oui. Est-ce qu'elle a visité une fois dans sa vie, dans les archives, cette ville de Nanterre? Je suis pas sûr. Sans doute, si. Ouais. Je pense au théâtre des Amandiers, elle a dû venir. Il faut que je regarde. Mais je crois qu'elle est venue, oui. Vous regarderez pour dire l'année prochaine. Ouais. On a accueilli récemment Angela Davis, qui est venue débattre au théâtre des Amandiers à Nanterre. C'est un très très grand moment. Et j'étais en plus très heureux de voir que, moi je pensais que la salle allait être composée essentiellement de gens plus âgés, un peu comme moi. Et la plupart des gens qui étaient dans cette salle, c'était des jeunes qui étaient venus parler avec Angela Davis. J'ai trouvé ça tout à fait surprenant et intéressant. Alors, dernière question avant donc de repartir du côté du studio. À Bordeaux, il y a le nouveau pont qui est en train de se construire ou qui s'est construit, qui va être nommé Nelson Mandela. Et c'est une décision de M. Juppé, qui justement, au nom à la fois des souvenirs et de la grandeur de cet homme, a décidé de lui donner ce nom pour dire qu'on n'aura pas que les franco-français dans nos villes, il faut que la diversité française, quelque part et humaine, y soit. Non, mais le maire de Bordeaux fait des choses assez intéressantes, y compris d'ailleurs sur la question du logement, puisque j'ai eu l'occasion d'aller à Bordeaux récemment. Il construit une part de logement en accession à la propriété, il construit 30% de logements sociaux dans tous les programmes. Il y a beaucoup de maires de droite de l'Île-de-France qui devraient faire un pèlerinage à Bordeaux pour voir que on doit partout faire de la diversité et partout avoir une part de logements sociaux. C'est vrai que la ville de Bordeaux a beaucoup changé depuis que M. GP est maire. Ça fera avancer les choses. Oui, tout à fait. On repart au studio pendant 2 minutes, 3 minutes, on revient ici. Ok, pas de souci, à tout de suite. Donc toujours sur France Maghreb 2, comme vous avez pu le constater, Monsieur Mamie et notre compère JM sont en direct en ce moment même du côté de Nanterre chez une dame, voilà, pour interviewer Monsieur le maire que vous avez pu écouter depuis tout à l'heure. De toute façon, on aura l'occasion d'en savoir davantage encore une fois. Une page musicale, une petite page musicale, et on se retrouve juste après. Voilà, c'était une page musicale pour vous, chers auditeurs, auditrices. On va retrouver notre journaliste, animateur, bien sûr, Monsieur Mamie, en direct du côté de Nanterre chez Madame Fatna Chouaek, avec bien sûr Monsieur le maire de Nanterre, Monsieur Patrick Géry. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Voilà, vous êtes en direct. On revient en direct. Ah, ça a coupé. On a été coupé. Bon, on va essayer de rappeler ça. On repasse la musique et on se retrouve juste après. On propose donc en fonction des ressources à les Nantériens d'acheter 30% en dessous du prix du marché. Voilà, et ça marche. On a comme ça réussi à peu près ces dernières années, depuis 2010, depuis 2008, que 600 familles qui habitaient dans le logement HLM puissent accéder à la propriété à Nanterre. Et donc ça, je suis très, très heureux que ça puisse se faire. Et qui compense le chiffre de moins 30%? C'est de la perte. Qui perd ces 30%? C'est la ville. Non, il faut que ceux qui sont propriétaires des terrains vendent leurs terrains à des prix raisonnables. Voilà. Et puis deuxièmement, moi j'ai proposé à tous les promoteurs qui voulaient travailler à Nanterre de signer une charte. Donc ils signent une charte dans laquelle ils s'engagent sur la qualité des logements, ils s'engagent sur les performances énergétiques, et puis ils s'engagent sur les prix. Voilà. Alors ça a fait l'objet de critiques, puisque
la présidente des promoteurs de France a menacé de me mettre au tribunal, mais moi je pense que c'est le rôle des élus, des maires, de faire en sorte que les prix de l'immobilier ne s'envolent pas trop, parce que même en faisant comme ça, les prix sont quand même élevés. Et je pense que d'ailleurs un des grands chantiers que les 130 maires de la métropole du Grand Paris devrait s'occuper avec la maire de Paris, tous ensemble, c'est cette question du prix de l'immobilier. On ne peut pas continuer à laisser les prix de l'immobilier s'envoler comme ils s'envolent dans la région métropole, parce que si on laisse ça, demain, nos enfants ne pourront pas rester ici et devront se trouver très loin de cette zone centrale qui est la métropole du Grand Paris. Ça, c'est une question essentielle, et c'est possible. C'est possible, parce que si on s'y met tous ensemble et qu'on utilise l'ensemble des règlements possibles, on peut y arriver. Mais il faut de la volonté, et il faut affirmer que la nécessité que tout le monde puisse accéder à cette région. Et d'ailleurs, c'est y compris important au plan économique, parce que par exemple, nous on est à côté de la Défense, mais un jeune cadre qui débute à la Défense dans les entreprises financières, la Société Générale, à EDF ou chez Total, il peut pas commencer à acheter un appartement à 850 000 euros pour 85 mètres carrés. Il peut pas. Il faut forcément qu'il achète un appartement à des prix qui restent raisonnables. Donc, si on veut, y compris d'un point de vue pouvoir loger ceux qui travaillent dans la métropole, il faut effectivement s'occuper de ces questions-là. Il y a à la fois s'occuper du logement social, très important, mais il faut aussi s'occuper de cette question du niveau dedans. Et en plus, je trouve que c'est idiot que chaque Français, chaque famille soit obligée de consacrer une part de ses ressources au logement qui est délirante. C'est-à-dire que bientôt, y compris les jeunes qualifiés, tout ça, qui trouvent du boulot, ils vont de 25 jusqu'à 55 ans, ils vont rembourser le crédit qu'ils ont pris pour leur appartement. Parce que c'est ça, on prête aujourd'hui, compte tenu des prix de 25 ans, c'est vrai, quasiment, donc toute leur vie, ils vont rembourser leur appartement. Bon, voilà, il faut quand même tout ça rester raisonnable. Donc c'est pour moi, je pense que c'est une des grandes préoccupations, et malheureusement, ça a du mal à être dans le calendrier de la métropole du Grand Paris. On parle de beaucoup de choses, mais pas de celle-là, alors que c'est au cœur des préoccupations des gens. Alors la circulation en Ile-de-France, c'est aussi les autolibres et les voitures. Je crois que l'année dernière, vous m'aviez dit qu'il y avait les vélos, si j'ai bien compris, mais pas encore les autos. Et c'est normal, à Paris, on va plus vite un vélo voilà, on va plus vite que les autos. Donc est-ce que les autos sont arrivés à Nanterre? Non, c'était l'inverse. Nanterre avait des autolibres, mais elle n'avait pas de vélib, puisque quand Paris, notamment Bertrand Delanoë, a lancé cette idée, donc ce marché du vélib, alors que pour beaucoup de choses, il avait le souci de parler avec les maires des villes de banlieue, Bertrand Delanoë, pour faire ça, il l'a pas fait. D'ailleurs, je lui ai dit que c'était pas une bonne chose. On aurait dû lancer ensemble. Bon, donc là, aujourd'hui, maintenant, il y a un syndicat en réalité qui réunit avec Paris toute une série de communes de banlieue, et donc le Autolib et Vélib, c'est dans le même syndicat. Donc il va y avoir, alors Autolib, on les a, malgré les questions de venir, parce qu'il y a des grosses questions financières qui se posent. Je suis pas sûr que tout ça va pas faire faillite et qu'on va repartir à zéro. On peut faire de l'argent en Afrique, il faut bien la France. Vous parlez d'une grande société, d'accord. Et puis les Vélib donc devraient arriver avec tout le retard normalement avant l'été, mais avec tous les retards qu'il y a liés au nouveau concessionnaire qui a du mal à les installer. Bon, mais j'espère qu'on va y arriver avant l'été. Avant l'été. Avant le départ en vacances. Parce qu'on est l'été, on y est. Alors ce que je vous propose, monsieur le maire, c'est que le jour de l'arrivée de ces Vélib, c'est-à-dire l'autolib, vous nous appelez pour la radio pour annoncer. D'accord. Pour les auditeurs. D'accord. Peut-être qu'on prendra le vélo de Paris pour venir faire un tour à Nanterre, en étant sûr d'avoir... on les a positionnés pour ça. On a positionné les futures stations Vélib à la sortie des gares pour que des gens comme vous qui venaient de Paris venez nous
voir, nous, dans la périphérie, dans la banlieue, vous preniez un vélo, vous veniez nous voir, voilà. Et elles existent aussi. Alors, à un certain moment, on avait la radio d'émission qui s'appelait justement Au-delà du périph'. Et on a été tellement, j'allais dire, critiqués pour dire, en fait, comme vous dites, Au-delà du périph', vous êtes rentrés dans le jeu de dire les parigots entre eux, les parisiens entre eux. Donc on a supprimé cette émission pour ne pas vexer quelques-uns. Là, non mais franchement, il faut pas, moi je ne trouve pas du tout ça vexant. Il faut être réaliste. La question du rapport entre Paris et sa périphérie ou sa banlieue n'est pas réglée. Oui. Bien sûr que il ne s'agit pas de dire qu'ici il y a beaucoup de choses qui se font dans ces villes de périphérie, de banlieue, et même pour une part aujourd'hui la culture s'invente ici, hein, la mode s'invente ici, voilà, il y a beaucoup de choses qui s'inventent, beaucoup de dynamisme dans ces banlieues, mais il ne faut pas dire que le rapport entre Paris et sa banlieue est résolu. Elle est d'ailleurs pas résolue seulement à Paris, elle n'est pas résolue à Londres, elle n'est pas résolue dans la plupart. Elle n'est pas résolue du côté de Barcelone. Pas complètement. Je vais moi aussi à Barcelone. Entre le centre de Barcelone et Badalone, c'est pas la même chose. Hein, donc non, elle n'est pas résolue. Et donc, moi je défends l'idée. On est tous des centres. Voilà, on veut tous être des villes-centres. On veut tous être des villes dans lesquelles il y a l'ensemble des attributs de la ville-centre. Et il ne s'agit pas de faire évidemment quelque chose qui soit de l'anti-parisianisme, etc. Non, il s'agit simplement de penser cet espace-là avec un développement équilibré. Et on a tous droit au développement, tous droit à la centralité. Et cette question-là, elle est devant nous. Tout à fait. On va aller de l'autre côté du Sylvain, c'est juste que dans le dictionnaire, la banlieue, c'est le lieu sur le banc. C'est-à-dire le lieu extérieur qu'on a rajouté de périphérie. Opposé au frais. Et ça vient de loin, ça vient de Sénégal, qui déjà avait les barbares et qui construisaient donc ces murs périphériques pour isoler ceux qui ne sont pas reconnus comme citoyens. C'était pour fermer le banc. On voit ton immense culture. Non, mais il a fermé le banc. Non, j'ai fermé le banc. Donc, on va aller de côté donc, de cette belle soirée. La ville, c'est aussi les lieux de culte. Alors, il y a combien de lieux de culte, monsieur est-ce qu'aujourd'hui répertorié en culte musulman, en culte juif, évangélique, bouddhiste, est-ce qu'il y a tout ça ici? Il y a 3 mosquées, il y a 7 églises, et il y a une synagogue. Il n'y a pas d'équité, là, il n'y a pas d'équilibre. Pourquoi? Il y a une synagogue. C'est à l'image de la population. Ouais. Alors, bouddhiste? Il n'y a pas. Évangéliste? Il y a des lieux de culte. Peut-être pas forcément officiels, mais il y en a, oui. Chacun ses lieux de culte terrain. La France cultuelle, plurielle, est bien représentée ici, on peut dire. Je pense, oui. Quel rapport vous avez avec les différents responsables de ces cultes? Est-ce que, par exemple, à Marseille, ils ont inventé quelque chose d'extraordinaire? Une association qui s'appelle Marseille Espérance, et je salue donc nos auditeurs à Marseille, qui, sous la férule du maire, regroupe les responsables des 3 religions, et ils font 1 ou 2 concerts par an. Quand il y a une crise, ils font une réunion supplémentaire, mais sinon, c'est quelque chose qui irrigue la ville de Marseille. Donc à Nanterre, c'est pas sous la férule du maire, parce que je pense pas que c'est au maire qui est de s'occuper des religions, mais en tout cas à Nanterre, on a la chance d'avoir réussi toutes ces dernières années à ce que l'ensemble des acteurs religieux des différentes religions, avec la bienveillance de la ville, avec parfois son aide, se retrouvent ensemble et font des événements ensemble. Ça existe assez peu, mais ici c'est assez développé, et je pense que c'est une des apports pour la ville, parce que c'est indispensable que l'ensemble des religions dialoguent ensemble, et voilà, je suis très fier que dans cette ville ça se passe comme ça. Alors on va aller de l'autre côté, donc on a dit de la réunion d'asseoir, de la fin de la soirée, de cette belle
soirée du Ramadan. On a avec nous donc un responsable d'une mosquée, président, secrétaire général. Alors comment s'appelle la mosquée? Elle est installée où à Nanterre? Votre prénom suffira pour les auditeurs. Il n'est pas Nanterre. Et qu'est-ce que vous ici là? Non, mais c'est pas ça. Moi, on fait une réunion à Nanterre avec les gens de Nanterre. Il fait partie de la Voix des musulmans. Et dans la Voix des musulmans, il y a des membres de Nanterre devant et tout ça. Parce que tu parlais à Marseille, nous, ça s'appelle la Voix des musulmans. Oui, d'accord. Donc, la Voix des musulmans, c'est pas la même chose qu'à Marseille, parce que Marseille, c'est interculturel. Donc, je précise, il y a que moi qui a le droit de ne pas être. Il y a que moi qui a le droit de ne pas être de Nanterre et de venir à Nanterre. Hein. Ah non, il n'y a pas d'autres. Non, les amis aussi. Bon, alors allez-y. Présentez-vous, alors, cher monsieur. Bonsoir à toutes et à tous. C'est gentil, jusque-là, j'ai pas encore commencé à agresser. Alors, donc, à tout ça, je suis, je suis pas, exactement, je suis responsable donc d'une association qui s'appelle Tous Ensemble, donc qui se trouve à Vanves, porte de Paris. À Vanves? À Vanves. C'est quoi comme département ça? 92. 92. Faut suivre le mouvement. Faut suivre le mouvement. Donc voilà, porte de Versailles, c'est juste derrière, porte de Versailles, c'est presque du Paris. Donc c'est une association donc qui gère entre autres un lieu de culte. À Vanves. À Vanves, toujours. Donc voilà, c'est une excuse, c'est une petite salle là, de prière. 80 mètres carrés, hein, c'est pas grand, contrairement à Nanterre. Donc il y a, il se trouve Vanves, c'est une petite ville évidemment à peu près de 27-28 000 habitants. Et c'est bon, il y a une densité importante, je crois qu'elle doit être classée 12e au niveau donc de la France, hein, donc c'est très dense. Donc c'est très compliqué évidemment pour la communauté qui n'est pas très importante non plus évidemment à Vanves d'avoir un lieu de culte vraiment digne. On peut effectivement faire sa prière dans de très bonnes conditions. Donc bon, il y a des cours aussi, hein, comme dans beaucoup de centres culturels ou cultuels, donc musulmans, et donc des cours de langue, hein, essentiellement. Donc d'autres activités évidemment auxquelles on participe, donc au niveau local, des activités qui sont au niveau national comme le Téléthon par exemple tous les ans, on fait de l'interreligieux, on fait beaucoup de choses. Donc voilà, donc je suis pas spécialiste du culte, hein, je suis responsable de l'association qui gère un lieu de culte donc de Vanves. Mais il est membre de l'AVM. Donc je suis membre, on parle pas quand on n'a pas mis fraîchement désigné, comme l'AVM. Alors on va vous proposer quelque chose, donc on va repartir des côtés du studio, non pas pour les pubs, mais pour les éditeurs, donc une chanson du choix de DJ Nabil pour aérer donc cette longueur d'échange qui est très non mais non, on a encore une demi-heure d'émission. On repart au studio Nabil pour une chanson. Pas de souci. Et on revient pour donc terminer avec les autres invités parce que quelqu'un disait que chacun a droit à sa minute de notoriété à la télé. Ici chacun aura le droit d'avoir ses 5 minutes de notoriété à la radio. Ok, à tout de suite. Ne raccrochez pas. Et on revient. C'est Chabat Noir. On repart du côté de Nanterre où on va retrouver Monsieur Mamie ainsi que notre compère JM. Allô, bonsoir. Au lieu de l'appeler la You Arena, allô. Paris La Défense Arena. Alors, est-ce que vous nous entendez? Il était pas. Merci Nabil, donc on revient voilà, pour la dernière partie de cette émission Ramdaniya ce soir en direct de Nanterre. Nous avons donc apparemment beaucoup, comme dirait Fasna, des invités muets. Donc on revient à M. le maire, puisque M. le maire est le seul qui n'est pas muet ce soir. Oui, mais je parle plus non plus. Allez. On va mettre la musique pour ça. Donc on revient, M. le maire, il nous reste une petite vingtaine de minutes, un peu moins, 15, pour, j'allais dire, on fait toujours avec vous ici dans cette soirée le bilan et les perspectives, comme on disait, j'habite dans le Parti communiste. Donc il y a avant, il y a après. Donc est-ce qu'on peut... Le bilan est globalement positif. Oui, c'est en 53. Non, c'est 53, c'est un amant solide. Excusez-moi. Ou alors c'est un trou. Non, il c'est le 20e congrès. Oui, d'accord, c'était en quelle année qu'on avait dit que le bilan était globalement positif? Ah non, c'est en 1979. Ah oui, d'accord, bonsoir, parce qu'en RSS, en 53, il y avait cette notion-là, peut-être pas avec ces mots, mais à la mort de Staline, on a dit, on regarde le bilan de Staline, puis en gros, ça marche.
Donc, on ne compare pas, bien sûr, ce qui se fait aujourd'hui à tout ça. C'était la boutade historique. Mais quelles sont les perspectives? Il vous reste un an et demi pour les élections prochaines. 21 mois, hein, il y a encore du temps. C'est un tiers du mandat encore. Donc, bien sûr qu'on va encore faire. La question stupide de tous les journalistes, est-ce que dans 21 mois vous allez vous représenter ou pas? On verra tout ça en temps utile. Mais qu'est-ce que vous voyez comme chose à compléter d'ici, donc dans ces 21 mois? Parlons de l'année, d'ici au Ramadan 2019. J'ai dit on va ouvrir une nouvelle école. Oui. On va ouvrir deux nouvelles crèches. Est-ce qu'une école coûte la même chose d'une mairie à l'autre? En gros, ou est-ce que la valeur du terrain, l'emplacement, et je ne sais pas d'autres conditions font qu'une école va de 1 à 3? D'abord, on met pas tous forcément la même chose dans une école. Hein, nous aujourd'hui, chaque fois qu'on construit une école, on intègre le centre de loisirs avec, puisque on considère aujourd'hui que la séparation entre l'école et l'après-école n'est plus tout à fait la même chose qu'il y a une trentaine d'années. Donc voilà. Donc nous le ratio qui est le nôtre, mais qui je crois est valable quand même dans beaucoup d'endroits, c'est une école, c'est 1 million d'euros par classe. Donc vous faites une école de 17 classes, 17 millions, 15 classes, 15 millions d'euros. Donc c'est voilà. Alors évidemment c'est un peu moins cher en province, hein, à Nantes, à Rennes, on va trouver moins cher d'abord parce que souvent les entreprises du bâtiment pratiquent des prix moins élevés, mais en tout cas c'est ça le ratio. Voilà. Et une crèche, ça vaut 3,5 millions d'euros. Voilà, de coût de bâtiment. Et puis après, forcément, en réalité, ce qui coûte beaucoup plus cher, c'est le fonctionnement. On va ouvrir, on va étendre un peu les parcs à Nanterre. Donc ce week-end, on a un parc qui s'appelait le parc de la Boule, qui était jusqu'à maintenant fermé aux Nantériens en dehors du centre de loisirs. Donc on va l'ouvrir maintenant tous les week-ends pour avoir un poumon vert supplémentaire. On va, je pense, on va étendre le parc des chemins de l'île, le parc des bords de Seine, avec la construction d'un ensemble de secteurs tertiaires en bois. Voilà. Donc, je crois qu'on va un peu accentuer ça, cet aspect de faire autour de la végétalisation plus avancée de la ville, de l'éducation évidemment, puisque quand on est une ville qui se développe, il faut qu'il y ait des écoles qui aillent avec. Donc évidemment, aujourd'hui on en construit ça fera la 3e école que j'inaugurerai. Donc c'est parfois rare, hein. Il y a des gens qui sont maires parfois plusieurs décennies et qui n'inaugurent jamais aucune école. Donc non, oui, mais parce qu'évidemment toutes les villes n'ont pas des moments de croissance comme celle-là. On les rénove aussi de manière importante. On va ouvrir l'école rénovée du Petit Nanterre. Voilà, on va continuer. J'espère qu'on va engager la rénovation du théâtre des Amandiers. Nanterre est un très beau théâtre qui a été construit en 74, 75, donc qui est nécessaire aujourd'hui. Moi, j'ai vu le grand chanteur égyptien aveugle qui s'appelait Cheikh l'Imam et qui était le chanteur, c'était le Angela Davis du monde arabe dans les années 70. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors là, du coup, tous les Parisiens, tous les gens de France et tous les gens de France montaient pour venir à Nanterre, pour ce beau théâtre des Amandiers, pour voir ce spectacle. Il y avait une soirée, c'était extraordinaire. Il y a eu Sabar Fakhri aussi. Ouais, non, moi je me rappelle de Cheikh l'Imam parce que c'était... Alors je vais juste rappeler aux auditeurs et aux auditrices de la radio 2-3 choses, parce que le temps avance. Donc la première, c'est que France Maghreb 2 organise une soirée sur l'émission LGF, mais la soirée ne sera pas une soirée politique, mais une soirée musicale. Elle aura lieu le 20 juin au Cabaret Sauvage, en gros de 20h30 à 23h. L'entrée est gratuite, mais sur inscription. Et donc il reste quelques places parce que c'est gratuit. Il y a un plateau de chanteurs extraordinaires. Il faut juste aller sur le site
Cabaret Sauvage, et donc vous défilez l'écran, vous allez tomber sur France Maghreb 2, vous inscrivez, et comme ça vous recevez donc la notification de votre inscription pour venir assister à cette soirée du 20 juin au Cabaret Sauvage, dans laquelle il y aura d'un côté les musiciens et de l'autre, monsieur le maire, ça va nous rajeunir moi, ça va nous rajeunir tous, le lancement du 30e anniversaire de la radio France Maghreb 2. Ça va vite, ça fait déjà 30 ans qu'on fait cette radio, et donc il y aura toute l'équipe et tous ceux qui font ou qui ont fait la radio qui seront là. La deuxième, c'est la grosse nouvelle pour les auditeurs de France Maghreb 2, c'est que lundi soir, on sera à Tunis, à la mosquée La Zitouna, pour transmettre en direct la totalité de la cérémonie de la nuit du destin d'El-Khatab. Tous les ans, on va dans une mosquée différente, et cette année, nous avons pu donc avoir les accords qui étaient un peu difficiles, mais nous avons quand même obtenu ces accords pour faire de la Zitouna. La Zitouna, c'est l'une des plus vieilles mosquées du Maghreb, et c'est la première mosquée donc, qui a construit ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam du juste milieu, l'islam ouvert, l'islam donc tolérant. Aujourd'hui, donc il y a la grande mosquée de Karaouine au Maroc, il y a celle-là, la Zitouna en Tunisie, il y a celle d'Al-Azhar au Maroc, et c'est ces trois-là qui ont toujours en Égypte, oui, et c'est ces trois-là qui ont toujours été les mosquées phares pour l'islam tolérant et l'acceptation. Et on rappellera donc à cette occasion la dernière déclaration qu'on appelle la déclaration de Marrakech, qui a été donc, monsieur le maire, écrite en 2015 par des muftis, des universitaires internationaux, de tout le monde musulman. Et cette déclaration de Marrakech rappelle ce qu'on appelle dans l'histoire de l'islam la constitution de Médine, du temps des prophètes. Cette constitution qui, pour ceux qui veulent la lire, elle n'est pas entièrement traduite en français mais en anglais, mais qui disait déjà à l'époque cette fameuse expression de vivre ensemble, ta'ayush en arabe, c'était du temps des prophètes. Pour ceux qui ne connaissent pas ce bonnet quand ils passent dans les télévisions d'informations qui sont connues et qui ne connaissent de l'islam que son antisémitisme récent existait. Donc ça, ce sont les deux informations sur lesquelles on travaille, et on va vous donner donc les dernières minutes, monsieur le maire, pour clôturer avant donc que Fatma ferme définitivement cette émission et qu'on se donne rendez-vous pour l'année prochaine. Donc Nanterre, d'ici 21 mois, c'est plus pouvoir vert un peu plus grand, et d'éducation, et donc cette mobilité qui va s'accentuer avec l'arrivée de Philippe. Et puis j'ajoute de nouveaux chantiers ouverts pour transformer, rénover, transformer les grands quartiers populaires de Nanterre, notamment tout ce secteur de l'avenue Pablo Picasso et des tours du chemin de Lille, puisque Nanterre est une ville dont l'État s'est beaucoup occupé dans les années où il construisait la Défense. Au moment où il construisait les tours de bureaux à la Défense, il construisait les tours de logement à Nanterre. Et aujourd'hui, il faut apporter de la diversité dans ces lieux-là, et donc on va continuer la grande rénovation des quartiers engagés aujourd'hui au Petit Nanterre, dans le quartier du Petit Nanterre, dans le quartier des provinces françaises autour de la gare Nanterre-Université, et on va étendre ces chantiers donc au quartier Pablo Picasso et au quartier du chemin de Lille, évidemment à condition que on arrive à ce que le gouvernement de Macron tienne les engagements et mettre les financements correspondants promis, même si c'est un peu du bout des lèvres, mais en tout cas, voilà, ça c'est aussi très très important. La ville, elle peut pas être à deux vitesses, il peut pas y avoir des endroits qui se développent, qui se modernisent, qui s'enrichissent, et puis de l'autre côté des quartiers qui seraient laissés à l'abandon. Donc ça c'est la grande ambition que nous avons, et c'est ce qui occupe l'essentiel de notre énergie. Une question politicienne à 0,50. Comment on fait pour tenir une majorité quand on est élu maire avec plusieurs partis, et qu'en général, quand on se présente ensemble, il y a de la solidarité, et au fil du temps, comment faire pour que cette solidarité tienne pour aller jusqu'à la fin du mandat, et espérer toujours, même si ce n'est pas soi qui se présente, que cette majorité soit reconduite par les électeurs. En rappelant en permanence à toutes et à tous que l'objectif c'est Nanterre,
l'intérêt de la ville, l'intérêt de ses habitants. Si on reste concentré, oui. En tout cas, si on reste concentré sur ça, alors les petites vicissitudes politiciennes peuvent rester un peu à l'écart, mais effectivement, c'est pas forcément très très facile au moment où la gauche elle est très atomisée. Chacun pense parfois que c'est son destin personnel ou que peut-être il peut qui compte. Donc il faut rester concentré sur ça quoi. Voilà, Nanterre, ses habitants. Travaillons, faisons cela et puis présentons une vision dynamique de la ville, de son évolution. Le grand sujet, chacun sait bien dans un secteur comme le nôtre, quand on est situé aux portes de la Défense, c'est si on veut continuer de faire une ville pour tous, forcément il faut y mener des politiques qui vont dans ce sens-là. Sans quoi inexorablement, Nanterre sera ravalée à des villes comme le Valois, comme Puteaux, comme Courbevoie, qui étaient des villes dans lesquelles des ouvriers, des employés habitaient aux côtés d'ingénieurs, de cadres, de professions intermédiaires. Aujourd'hui, ils ont quasiment ou presque disparu de ces endroits-là. Et moi, je continue de penser, de croire qu'il faut qu'on soit dans des villes du mélange. Voilà, c'est le mélange qui fait avancer les mobylettes, disaient les marcheurs de 83, de l'égalité, mais c'est le mélange à la fois culturel, parfois cultuel, le mélange aussi des gens qui disposent de revenus très importants et ceux qui en ont moins, des gens venus des régions françaises et d'autres venus d'autres pays du monde. Voilà, c'est ça qui fait la richesse d'un lieu, qui fait l'intérêt d'un lieu, et je suis très très content de voir des gens qui aujourd'hui viennent à Nanterre, qui habitaient hier parfois à Paris, à Puteaux, à Courbevoie, à Rueil, etc., et qui viennent à Nanterre et découvrent que Nanterre est une ville plurielle, agréable, et que, en tout cas, une ville vivante, quoi. Voilà. Nanterre est entourée donc de villes de droite. Et oui. C'est une résistante ou c'est une survivante? Non, c'est une ville qui est fière, qui a de la force, qui a de la capacité, qui est capable de se faire respecter et qui évidemment a une tradition. Qui entend bien, en tout cas je l'espère, continuer de s'inscrire dans une démarche qui est celle-là, quoi. C'est important de continuer d'être des villes solidaires. Voilà, qui est capable d'échanger, y compris avec d'autres villes du monde. On parlait d'Azeria, mais on a aussi un partenariat avec la ville de Pikine, dans la banlieue de Dakar. Voilà, comme on en a compris avec des villes, avec Badalone dans la région de Barcelone. Là, on va envoyer M. Valls terminer sa ouais. Peut-être pas à Badalone. Ah bon. Non. Voilà. Ça peut être juste à côté, quoi. Voilà, peut-être à côté, ouais. Alors, je vous dis merci, monsieur le maire, pour merci aussi. Agréable soirée. L'horizon nous permet donc à la fois de venir ici à Nanterre et à venir chez madame et monsieur Chouir. Fatma, peut-être le mot de la fin pour cette soirée, c'est-à-dire un peu plus inhabituelle, parce que cette année, tu as pris un peu plus de parole, un peu plus le micro, et on va rappeler quand même cette action d'Amani, parce que en cette journée de vendredi, donc il y a eu 4 morts aujourd'hui à Gaza, et la presse n'en parle pas beaucoup. Nous, on a un correspondant qui malheureusement tient la comptabilité macabre, et chaque fois qu'il y a un mort, dans les 3 minutes, on reçoit un mail avec le nombre de morts, le nombre de blessés, les noms des personnes, et je rappelle juste que dans cette dernière ligne droite de la marche pour le retour, comme on appelle ça la marche des retours, il y a donc 112 morts, plus de 3500 blessés, dont 3 journalistes tués alors qu'ils portaient leur badge et leur casque de journaliste. Et la dernière est une dame qui a été tuée à Gaza, qui était infirmière et qui s'est avancée pour prendre donc un blessé palestinien. Et on a tous vu des vidéos dans lesquelles il y a une bataille, une vraie bataille, mais je mettrai le mot bataille entre guillemets, entre les sauveteurs
palestiniens qui viennent prendre les blessés et les soldats israéliens qui essaient de récupérer alors qu'ils sont blessés. Et en fait, s'ils les récupèrent, c'est soit pour leur mettre une balle dans la tête, comme on l'a vu dernièrement avec les jeunes qui ont été condamnés et qui viennent sortir de prison, soit pour les amener pour que dans l'intervalle, il n'y a pas de soins. Donc il y a le sang qui se répand et mort certaines. Alors, allons-y maintenant pour le dernier. Oui, effectivement. Avec cette pensée pour les Palestiniens, surtout de Gaza, et avec cette association Amani. Et merci pour l'accueil que vous nous faites, que tu nous fais maintenant. Je t'en prie, à l'occasion du Ramadan, et que nous sommes donc au plus près de la nuit des destins. Donc c'est encore plus symbolique. Oui, effectivement, on est plus près de la nuit des destins et c'est important de penser à ces enfants. Je voulais aussi te remercier Tarek parce que ça fait longtemps, je te demandais tout à l'heure combien de temps ça faisait. Il y a eu Bagdad, ici Paris, aujourd'hui c'est Raza, c'est des combats militants, c'est pas des combats contre quelqu'un, c'est des combats pour sauver des gens, sauver des personnes, permettre à des enfants de grandir, ce que tout parent veut, que son enfant grandisse dans l'harmonie, dans le confort, et qu'il ait un espoir, qu'il ait l'espoir de changer sa vie, qu'il ait l'espoir de s'améliorer. Donc c'est pas contre quelque chose, c'est pour aider. Donc cette association Amani, qui en arabe veut dire espoir, d'aide et de formation médicale, d'aide et de formation médicale, deux grands sujets, c'est en dehors de beaucoup d'autres, deux grands sujets, c'est ce dispensaire à Tripoli, au Liban, au Nord-Liban. Je vous rappelle, les Palestiniens n'ont aucun moyen, ne peuvent pas travailler à l'extérieur du camp, sont obligés, sont confinés dans le camp. Il y a des capacités, il y a des savoirs importants, mais ils sont détruits par une volonté d'État qui ne veut pas les laisser sortir et gagner leur vie ou s'exprimer ou pouvoir s'assumer eux-mêmes. Et ces réfugiés syriens que personne ne veut, que tout le monde rejette et qui sont aussi dans ce camp. Ça concerne des enfants, des femmes, des enfants qui naissent, des enfants qui grandissent, des enfants qui ont des maladies. Et après, ce centre à Raza Nord, qui est un centre qui est situé au plus près de la ligne de front. Donc au plus près des batailles, au plus près des morts, et il n'est pas rare de voir... Et des fils barbelés. Ou tout autour. Il n'est pas rare de voir des enfants qui ont perdu leurs parents, leurs tantes, leurs oncles, leurs frères, leurs soeurs, et qui restent tout seuls, qui sont amputés. Donc on n'est pas dans le misérabilisme, on dit seulement donnons de la dignité. Aidons-les à grandir. Avoir un enfant, c'est quand on a son enfant qui peut aller à l'école sans risque, qui peut faire des apprentissages sans risque, qui peut grandir, qui peut s'épanouir, qui peut devenir un homme. Bon, aidons ces enfants à devenir un homme. Rien d'autre. On va pas en faire des combattants, on va en faire des gens dignes, qui puissent faire le choix de leur vie. Rester ici ou aller ailleurs. Mais pour ça, il faut qu'il ait les moyens de choisir. Et le moyen de choisir, c'est de les soigner, de les aider par un soin thérapeutique qui n'efface pas tout, mais qui les fait rentrer en résilience, qui leur permet d'avancer, de progresser et de faire des apprentissages fondamentaux. Je le répète, c'est des enfants qui retournent la violence contre eux et contre leurs parents. C'est des enfants qui sont en train de s'autodétruire. Alors, il faut les aider. Et donc, on a un parrainage, 60 € par mois, ou alors une aide quelle que soit, mais ça concerne le soin thérapeutique, mais pas seulement, parce que le soin thérapeutique ne suffit pas en lui seul. Il est nécessaire et utile, les premières dames, mais ne suffit pas. Il y a toutes les activités de loisirs et toutes les activités de qu'on fait avec la parentalité, pour que c'était un concept un peu difficile à installer au nord de Gaza, cette histoire de soins psychologiques dans les mentalités, et maintenant ça commence à venir. Donc aidez-nous, vous ne nous aidez pas nous, vous vous aidez vous. Et parce que si vous faites des bonnes actions, n'oubliez pas, les bonnes actions sont difficiles à trouver. Là, on vous en apporte sur un plateau. Saisissez votre chance. Merci. Au revoir. Une pensée à la jeune Ahad Tamimi qui a disparu des écrans des télévisions alors qu'on a matraqué pendant un moment. Elle est mineure. Son tort, c'est d'expulser ou de résister à des soldats israéliens qui rentrent dans sa cour, y compris pour utiliser ses toilettes, sont donc contre la volonté des parents. Donc une pensée à Ahad. Et l'autre chose qui est plus une information qui passe souvent, qui est souvent méconnue, surtout dans le monde dit arabe et musulman, c'est que si Gaza est aujourd'hui une prison à ciel ouvert, assiégée, elle est assiégée par deux côtés. Elle est assiégée d'un côté par Israël, mais de l'autre côté par l'Égypte, et on a tendance à oublier de dire que l'Égypte assiège aussi, et que si on fait des références historiques à la guerre d'Algérie, que une guerre d'Algérie, il y a eu dans ces nations, c'est que les Algériens de l'époque avaient deux frontières plus ou moins ouvertes,
d'un côté la Tunisie, de l'autre le Maroc, qui permettait ne serait-ce que d'aller respirer, et que le peuple palestinien est aujourd'hui dans cette prison à ciel ouvert. Et je rappelle que cette expression n'est pas de moi, elle est du président Sarkozy, qui, avec tous les torts du monde qu'il avait, sur cette phrase-là, il avait raison. Merci Jean-Marc. Merci Tarek et merci à tout le monde. Merci à Nabil. Je vous laisse, chers auditeurs, entre les mains de Nabil, qui va donc vous amener en musique sur son tapis, sur ses œuvres personnelles. Et vous retrouverez donc pendant quelques minutes ce soir Nabil, je pense jusqu'à 2h du matin. Oui. Vous le retrouverez surtout demain, samedi, de 10h à 14h, le dimanche de 10h à 14h, pour vous offrir en dédicace toutes les chansons de votre choix, c'est-à-dire que chacun... un peu. Non, mais appelle pour les cahiers et il vous passera du cahier. Donc, c'est un disque à la demande, c'est une émission qui fait plaisir à chacun, parce que nous n'avons pas tous les mêmes goûts, même si nous avons tous les mêmes affinités. Quant à moi, je vous donne donc rendez-vous à partir de Tunis, de la mosquée Zitouna, si Dieu veut, le lundi à partir de 15h, pour un direct un peu spécial, qui j'espère vous fera plaisir, puisqu'on nous vous amènerons avec nous, ou nous vous rapporterons avec nous à la Zitouna, pour vivre la plus belle des nuits dans l'histoire musulmane, qui est la nuit des destins, dans le plus beau mois, qui est le mois du Ramadan. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et merci de nous avoir à la fois écoutés et accompagnés. Merci beaucoup, monsieur Mamie. Bonne soirée à vous tous. Hein. Au revoir. Voilà, donc c'était monsieur Mamie et JM qui était du côté de Nanterre avec monsieur le maire. Voilà, pour une interview voilà, qui s'est passée dans la convivialité, tranquillement mais sûrement, sachant que par la même occasion, vous avez pu le constater, ils ont fait un iftar là-bas, ils ont pu manger tranquillement et puis dialoguer avec certains membres d'associations, que ce soit pour la mosquée ou pour venir en aide à la Palestine, Gaza. Donc on va partir en musique, comme il a si bien dit, direction le Maroc avec Cheb Rescri. Donc bon allez, on va continuer encore une petite heure avant de d'aller se coucher, bien évidemment, et de nous retrouver le lendemain à partir de 10h jusqu'à de 10h jusqu'à 14h. Cheb Rescri 0892 23 99 50, 0892 23 99 50 ou bien le 011 40 33 9000. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.